Good Morning Business, le débat. Un petit événement au Royaume-Uni ce week-end puisque la nationalisation de l'opérateur de transport ferroviaire a eu lieu hier, South Western Railway. Ça marchait mal apparemment. Guillaume Paul, vous êtes extrêmement courageux de venir affronter Jean-Marc Daniel sur des questions de rail britannique. Je salue son courage parce que c'est quand même vos sujets. Jean-Marc, est-ce qu'il faut réfléchir, nous en Europe qui ouvrons notre marché du rail, est-ce qu'il faut revenir en arrière? Pourquoi pas si on se fie à ce qui se passe au Royaume-Uni. On rappelle, ça s'inscrit dans une campagne de rationalisation publique voulue par les travaillistes, qui est plébiscitée par 2/3 des Britanniques aujourd'hui, très clairement. Donc concrètement, pour la faire courte, qu'est-ce qui va se passer ? Toutes les entreprises vont repasser dans le giron public au fur et à mesure que le contrat va expirer d'ici 2027, ce qui évitera de payer des compensations, évidemment, pour rupture prématurée de contrat. C'est sous John Major, rappelons-le quand même, en 95-96 qu'on amorce la libéralisation des chemins de fer britanniques, en s'inscrivant un peu dans la continuité de Margaret Thatcher. À l'époque, on nous prédisait de l'efficacité, du service amélioré. C'est tout le contraire qui s'est passé, effectivement. Alors, est-ce qu'il faut renationaliser ? Pourquoi pas ? L'idée générale, c'est que pour une partie de l'opinion, y compris une frange des élus conservateurs, des électeurs, c'est une gestion des chemins de fer qui s'est beaucoup trop éparpillée au fil des ans. Tout ça est géré par différentes entités qui sont publiques, qui sont privées, qui ne détiennent qu'un tout petit bout de l'ensemble. Tout ça est géré et divisé en segments régionaux. Vous avez une centaine de sociétés privées à qui on a délégué la gestion du réseau de voies ferrées. Elles ne sont souvent même pas propriétaires de leur matériel roulant, celles qu'elles exploitent. Elles le louent elles-mêmes à des sociétés de leasing dont certaines ont connu de grosses difficultés financières. Alors qu'en face, vous avez l'infrastructure, que ce soit les gares, les rails, qui sont gérés par l'État. Donc tout ça dit qu'à l'origine, tout ça était censé améliorer l'efficacité du réseau, de créer une émulation, une certaine concurrence. C'est une désorganisation totale qui s'en est suivie. Est-ce qu'il n'est pas temps de mettre fin effectivement à ce système un petit peu hybride finalement qui prévaut depuis une trentaine d'années ? C'est une question qui peut se poser. Jean-Marc Daniel, qu'est-ce qui leur prend aux Anglais de renationaliser le rail ? Oui, c'est assez surprenant. Alors ce sont les travaillistes, ça faisait partie de leur programme, alors que par exemple ils annoncent qu'ils vont renationaliser la sidérurgie, ce qui n'était pas dans leur programme initialement et ce qu'ils avaient démenti il y a encore 3 mois. Donc pourquoi est-ce qu'ils veulent renationaliser ? D'abord parce que quand on regarde les choix, indépendamment de la concurrence et du côté privé ou public, ce qui paie les transports ferroviaires, c'est 3 types de contributeurs. Il y a les usagers, il y a le contribuable d'aujourd'hui et le contribuable de demain au travers de la dette publique, de l'endettement que l'on consent pour les compagnies ou de l'endettement que l'État fait pour payer les compagnies. Et donc le choix qui avait été fait au moment de la privatisation sous Major, c'était un choix de demander plus à l'usager. Ce qui a eu comme conséquence augmentation des prix. Ce qui a eu comme conséquence effectivement de provoquer une impopularité de la mesure. Ensuite, il y a eu effectivement une confusion entre privé et concurrence, la façon dont on organise la concurrence, sachant que la concurrence telle qu'elle existait avant 1945, la nationalisation par les travaillistes à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, était une concurrence qui était organisée non pas par réseau, mais comme on veut l'organiser d'ailleurs en France, par capacité à passer sur certains trajets. C'est-à-dire que, grosso modo, avant 1945, vous aviez entre Londres et Édimbourg plusieurs compagnies qui étaient en concurrence et vous pouviez, donc, ça partait à 3-4 minutes d'écart. On choisissait, ce qui se passe en ce moment sur la concurrence telle qu'elle est organisée en France sur Paris-Lyon. C'est-à-dire sur Paris-Lyon, vous avez la SNCF et puis vous avez des opérateurs étrangers qui vous proposent une offre concurrentielle. Et donc, le choix qui a été fait par Major, c'était de revenir non pas à cette pratique, mais de découper en secteurs le territoire et à ce moment-là d'attribuer à des compagnies le territoire, qui était la façon dont la privatisation et la gestion privée existaient sur le continent, notamment. Donc toujours avec une seule offre, c'est-à-dire que telle région, mais telle région c'est tel opérateur. À partir de ce moment-là, il y avait une seule offre et après, à partir de ce moment-là, la concurrence... Pas de la vraie concurrence alors. Oui, la concurrence s'exerçait au moment où on attribuait le réseau et après il y avait un cahier des charges et effectivement, ce qu'a montré l'expérience, c'est que les compagnies n'ont pas arrêté de procédurer vis-à-vis de ce cahier des charges. Une fois que le cahier des charges a été accepté, un des problèmes aussi, c'est que les compagnies acceptent le cahier des charges officiellement, puis après elles rentrent dans une politique qui est systématiquement de remise en cause de la façon dont on gère le cahier des charges. Donc il y avait de l'ordre à remettre. Je pense que par rapport à ça, il y a 3 choses, comme toujours, que les gens oublient. La première, c'est que le rail est de plus en plus concurrencé par autre chose que le rail. Et un des enjeux, c'est de savoir est-ce qu'on doit privilégier le rail par rapport à ces autres concurrents, qui sont notamment l'avion et la route. Je
Je rappelle que en France, il a fallu attendre la loi Macron pour autoriser des autobus à aller sur les autoroutes. Et donc, on a essayé de brider la concurrence. Donc, la question que l'on doit se poser, est-ce qu'on ne doit pas privilégier le rail pour des raisons qui sont des raisons environnementales? La deuxième chose, c'est que, effectivement, est-ce que la concurrence suppose la privatisation? Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut renationaliser ou revoir les règles? Là, c'est des faux monopoles, en fait. Oui, c'est des monopoles privés. Des monopoles privés qui sont sur des cahiers des charges. Et donc, l'échec, c'est la façon dont a été gérée l'émission de ces cahiers des charges. Est-ce que l'enjeu, c'est de renationaliser ou de refaire du droit? En Angleterre, c'est quand même un endroit où on comprend le droit. Est-ce qu'on n'est pas en capacité, normalement, de... Et la troisième remarque? Et la troisième remarque, c'est que le choix aussi, c'est le partage entre l'usager et le contribuable. Et le choix qui avait été fait par les Britanniques, c'est de privilégier systématiquement le contribuable, ce qui est un choix d'ailleurs qui est contraire à celui de la France. En France, le contribuable, on ne paye pas le bon prix et la subvention est une des subventions les plus élevées. Et donc la conclusion de tout ça, c'est vinum aqua miscere. Il faut effectivement mettre un peu de l'eau dans son vin. Il ne faut pas avoir une vision trop idéologique de la chose. Mais je crois que la position des travaillistes est une position qui justement est une position idéologique sur ce dossier. Vinum aqua miscere. Voilà. À tous. Voilà. Merci beaucoup Jean-Marc, merci Guillaume Paul d'avoir relevé le défi.